Bonsoir, bienvenue à cette séance inaugurale du cycle Pour une histoire de la bande dessinée. Je reconnais quelques visages de celles et ceux qui étaient déjà présents l'an dernier pour le cycle La révolution des images, où parfois la bande dessinée avait été évoquée. Cette fois, elle sera au cœur de mon propos. Et pour celles et ceux que cela intéresserait, l'ensemble des conférences de l'année dernière se trouve maintenant disponible en ligne. Et il y a notamment la conférence sur Töpffer et ce qui entourait Töpffer et la conférence conclusive sur Winsor McCay qui recoupe quelque peu le présent cycle. Le grand scénariste Jean-Claude Carrière a déclaré un jour qu'il existait trois sortes d'histoires. Il y a les histoires que l'on connaît, que le narrateur connaît, et qu'il raconte à un public qui les connaît. Ça peut sembler curieux, mais pourtant c'est une situation extrêmement fréquente. C'est celle des grands mythes, des grands récits fondateurs, des grands récits religieux. C'est celle aussi des contes pour enfants. Et l'on peut éprouver énormément de plaisir à entendre, avec ou sans variante, une histoire que l'on connaît. Une deuxième sorte d'histoire, disait Jean-Claude Carrière, c'est les histoires que l'on connaît et que l'on raconte à un public qui ne les connaît pas. C'est la situation, somme toute, la plus courante, celle d'une histoire policière, d'une histoire fantastique, d'une histoire à suspense, d'une histoire de meurtre. Autant d'histoires qui nous font découvrir des personnages, des situations, des mondes que nous découvrons au fur et à mesure. Et le fait d'être désarçonné, d'être surpris, de voir nos attentes déjouées fait partie du plaisir particulier de ces histoires. Une troisième catégorie, qui peut sembler quelque peu paradoxale déjà, c'est celle qui consiste à raconter une histoire que l'on ne connaît pas à un public qui ne la connaît pas. On peut penser à des romans quelque peu expérimentaux, comme ils sont publiés dans ma jeunesse. On peut penser à des films quelque peu avant-gardistes. Et puisque le pauvre Godard, bien malgré lui, fait la une de l'actualité, on peut dire que Godard, mais parfois Fellini, parfois Tarkovsky, ont raconté de ces histoires qu'ils inventaient au fur et à mesure, qu'ils découvraient peut-être en les tournant, en les montant, en les mixant, et que le public découvrait aussi dans une sorte de surprise, avec des attentes perpétuellement déjouées. Voici donc déjà trois grandes familles d'histoires. Vous me voyez peut-être légèrement venir, mais entendant cette description, cette énumération, Raoul Ruiz, grand cinéaste chilien, inventeur de formes, inventeur de récits, conteur labyrinthique, que j'ai eu la joie de bien connaître et avec lequel il m'est arrivé de travailler, Raoul Ruiz avait dit malicieusement à Jean-Claude Carrière qu'il existait une quatrième sorte d'histoire. Et cette quatrième sorte d'histoire consiste tout simplement à raconter une histoire que l'on ne connaît pas à un public qui la connaît. La situation pourrait sembler un peu extravagante, absurde. C'était, disait Raoul Ruiz, la situation de beaucoup de militants latino-américains, lui-même était chilien, qui revenaient dans leur pays, dans leur région natale, dans leur ville natale et tentaient de relater ou de filmer une grande épopée révolutionnaire à un public qui quelquefois l'avait vécu ou l'avait entendu à travers ses parents, ses grands-parents, ses amis, ses proches. On racontait une histoire à un public qui la connaissait mieux que celui qui s'efforçait de la raconter. Vous l'aurez compris, c'est dans ces quatre situations que nous allons tour à tour nous retrouver pendant ces 10 séances.
c'est dans ces 4 situations que chacun de vous, mais différemment, va se retrouver et que moi-même je vais me retrouver. Bien sûr, il y a des choses que vous connaissez déjà, que je connais déjà et que nous aurons du plaisir à retrouver, peut-être avec un biais un peu inattendu. Et puis, il y a d'autres choses que vous pensiez connaître et qu'en fait, vous ne connaissiez pas et que je connais un peu mieux que vous ou que j'ai relu, révisé, retrouvé. Mais il y aura aussi des moments où nous serons aussi désorientés les uns que les autres et probablement de très nombreux moments pour certains d'entre vous, et je pense à quelques visages particuliers dans l'assistance, qui se diront, eh bien, cette partie-là de l'histoire, je la connais bien mieux que lui. Et ce n'est pas bien grave, après tout. D'abord parce qu'il n'y a plus d'omniscience possible en bande dessinée dans la diversité des traditions qui sont la sienne. Il n'est plus question aujourd'hui que quelqu'un prétende lire toute la production, connaître toutes les traditions nationales, tous les genres, tous les styles. Ce serait tout à fait impossible et impensable. Et puis aussi parce que nous avons voulu, avec le Musée des Arts et Métiers, cette année, donner un tour plus dialogique à ce cycle, ce pourquoi il s'agit davantage d'un séminaire, même si la salle ne fait pas très salle de séminaire, elle est un peu solennelle, il s'agit davantage d'un séminaire que d'un cycle de conférences. Pendant la première heure, ou peut-être quelques minutes de plus, je vais parler, et puis nous nous donnerons 20 ou 30 minutes pour dialoguer ensemble, et j'accueillerai avec bienveillance les compléments d'information que je ne prendrai pas comme des critiques et qui ne me consterneront pas si l'un ou l'autre pense en savoir plus que moi sur tel ou tel sujet. Bien sûr, il ne s'agira pas non plus de monologuer pour faire de secondes conférences, des conférences bis, mais plutôt de pointer des zones ou de m'amener à développer un peu davantage certains aspects. Alors cette histoire de la bande dessinée, elle est en devenir, elle est perpétuellement en réécriture, et ce que je vais vous proposer ici, c'est une histoire orientée. Nous sommes en 2017 à Paris. Nous parlerons bien sûr de différents pays, de différentes traditions nationales, de la possibilité ou de la non-possibilité de les séparer, de les trier, de les classer, des jeux d'influence, mais nous parlerons quand même de ce point de vue francophone. Nous nous arrêterons moins sur les dernières années, disons sur ce qui s'est publié, produit pendant les 25 dernières années, même s'il serait difficile pour moi de m'interdire d'y faire des allusions. Et bien sûr, il y a énormément d'auteurs, de styles, de tendances, de journaux, d'éditeurs qui peuvent avoir produit des choses remarquables et dont je ne parlerai pas. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas de bonnes bandes dessinées, qu'elles ne sont pas dignes d'intérêt, simplement que je ne voudrais pas donner à ce cycle un tour énumératif, encyclopédique, le faire ressembler à une chronologie. Je crois que ce serait de peu d'intérêt. Il s'agira donc d'abord de pointer des œuvres qui me parlent, qui ont compté dans l'histoire, qui ont influencé, et puis d'en laisser d'autres un petit peu plus dans le virtuel, dans les points de suspension. Je vais partir, peut-être un peu arbitrairement, peut-être un peu nécessairement, de la situation de la bande dessinée et de l'histoire de la bande dessinée, de l'histoire naissante de la bande dessinée, telle qu'elle se présentait il y a 50 ans, tout juste en 1967 à Paris. Cette année 1967 que je vais brosser rapidement, en débordant un peu sur 66, voire 65, sur 68 et 69, mais enfin quand même en me concentrant assez fortement sur cette année 1967, il y a 50 ans tout juste à Paris. Comment se racontait-on, comment commençait-on à se raconter l'histoire de la bande dessinée et comment était-elle en train de se faire? Et vous reconnaissez, et certains d'entre vous, je crois, ont même visité cette exposition « Bande dessinée et figuration narrative » au Musée des Arts Décoratifs, qui fut présentée au printemps 1967 et qui était la première exposition d'ampleur et d'ensemble sur la bande dessinée, en tout cas dans le champ francophone, et qui, à ce titre, quelles que puissent être ses limites, quel que puisse être le regard métahistorique, épistémologique que l'on peut porter aujourd'hui sur cette exposition
à travers les traces qu'on en retrouve. Et sur son catalogue, c'est un moment qui a marqué peut-être le début d'une certaine bédéphilie, d'une certaine culture, d'une certaine curiosité pour l'histoire de la bande dessinée. Il faut dire que la période était favorable à une expansion de la bande dessinée, car depuis quelques années, depuis le début des années 60, mais surtout à partir de 65 et 66, Astérix faisait parler de lui. Astérix et Obélix, Goscinny et Uderzo, deux auteurs remarquables, deux auteurs qui avaient produit d'autres séries, qui avaient une œuvre abondante et diverse. Mais Astérix avait fait figure d'événement pour la première fois peut-être dans le champ francophone depuis Tintin. Une bande dessinée arrivait véritablement à rassembler plusieurs générations de lecteurs, plusieurs générations de public. Une bande dessinée parvenait aussi à attirer l'attention des médias, de médias non spécialisés, dans une époque où ce qu'on pourrait appeler la critique de bande dessinée, qui n'est déjà, hormis Internet, pas très brillant aujourd'hui, n'existait quasiment pas. Les ventes d'Astérix, des albums d'Astérix, augmentaient continuellement de manière vertigineuse, ça devenait un best-seller. Pilote, le magazine qui avait vu sa naissance et qui avait vu naître Astérix et Obélix comme des personnages parmi d'autres, Pilote était devenu le journal d'Astérix et Obélix. Ses ventes en avaient bénéficié et d'autres séries, parfois très différentes, parfois moins immédiatement grand public, avaient, grâce à ce succès d'Astérix, pu commencer à prendre place. L'Express avait consacré sa couverture au phénomène Astérix, un jour de 1966, avec une phrase, mes amis tintinophiles présents dans la salle la connaissent par cœur, avec une phrase qui n'était pas tombée tout à fait dans l'oreille d'un sourd. Comme naguère Tintin, Astérix aujourd'hui conquiert les foules. Certains témoins racontent, de manière plus ou moins fiable, nous n'étions pas dans la pièce, n'est-ce pas Jacques Langlois, même toi, mais certains témoins racontent que lorsqu'Hergé tomba sur ce journal et sur ce naguère Tintin, il tourna en rond d'abord dans son bureau, puis dans le grand studio auprès des coloristes, apostrophant Jacques Martin, Bob Demore ou d'autres, disant naguère Tintin, ils vont en voir du naguère Tintin. Et Vol 714 pour Sydney, qui était quelque peu en panne depuis un moment, dont les planches dormaient assez tranquillement dans les tiroirs, qu'on ressortait de temps en temps quand des journalistes venaient rendre visite, mais parfois les caméras, à quelques semaines d'intervalle, devaient filmer exactement la même planche, avec une ou deux cases simplement qui avaient bougé. Tout d'un coup, voici que ces planche avance, voici que cette histoire prend corps, voici qu'il s'agit de concurrencer. Il faut dire qu'il n'y avait pas eu de Tintin depuis, de vrai nouveau Tintin depuis 1963, alors que les Astérix paraissaient au rythme de 2 par an. Alors, dans cet album, on voit déjà les germes d'une certaine décadence du style hergéen, particulièrement dans la manière dont, avec une forme de lassitude et parfois de rage, Hergé semble las de son univers. Et donc on a l'impression que c'est ce dossier de l'Express, ce naguère Tintin, qui ont recréé de l'envie là où peut-être Hergé dans sa tête était déjà ailleurs. Mais il a fallu que certains payent. Le lieutenant Alan et le terrible Rastapopoulos ne sont plus dans cet album que des fantoches, des personnages ridicules, caricaturaux. Ils le seront plus encore dans le dernier album achevé de Tintin. Mais le cœur n'y est plus tout à fait. Et si l'album aura un grand succès lorsqu'il sortira, là il est en 1967 dans le journal Tintin, il sortira en plein mai 68, avec un cocktail de lancement extravagant et à demi raté, comme le signe qu'une page est en train de se tourner. Edgar Jacobs, le créateur de Black et Mortimer, ne va guère mieux. Ses derniers albums ont été mal reçus par son éditeur, les éditions du Lombard. On est loin du triomphe, du mystère de la Grande Pyramide ou de la Marque Jaune, avec SOS Météore et le piège diabolique, les accusations de mauvais goût, de bizarrerie, d'univers biscornu. On fleurit, la censure française n'a pas trop aimé,
l'éditeur non plus, les ventes sont faibles, Jacob songe vaguement à arrêter et il revient à une histoire beaucoup plus classique, moins fantastique, moins science-fictionnelle. Et pour les décors, il a recours à l'aide d'un dessinateur beaucoup plus jeune que lui et d'un style habituellement assez différent, Gérald Forton, qui lui donnera un sérieux coup de main et permettra de boucler cette série. Tock Black et Mortimer ne sont pas au mieux de leur forme. Alors, vous me direz, bon, peut-être ces auteurs sont des grands anciens, ils ont déjà beaucoup produit, peut-être les choses se passent-elles mieux du côté de Spirou. Hélas, ô combien, hélas, la bande dessinée belge ne va pas très bien. En tout cas, ces auteurs ne vont pas très bien. Le pauvre André Franquin a peiné, hésité, s'est arrêté fréquemment pendant la réalisation de cet album remarquable qui s'appelle QRN sur Bretzelburg. Et Greg devait le soutenir, le relancer, alors que les planches, souvent, n'arrivaient pas à se terminer. Mais pour l'album suivant, Panade à Champignac, le titre est déjà tout un programme, c'est Franquin lui-même qui est dans le désarroi complet. Il ne sait plus où il en est, il ne sait plus ce qu'il peut faire de ces personnages qui ne sont pas les siens. Nous y reviendrons bien sûr, mais Spirou est un personnage hérité, Spirou, Fantasio, tout cela. Pourquoi ? Pourquoi sinon pour faire plaisir au lecteur du journal Spirou? Pourquoi sinon pour faire plaisir à Monsieur Dupuis? Mais Franquin préférerait d'autres aventures, celles de Gaston peut-être, d'autres idées qu'il entrevoit déjà et qui sont quelquefois un peu noires. Et puis Franquin, quelquefois, se sent le plus mauvais dessinateur du monde et préférerait juste ne rien faire du tout. D'autres sont plus en forme. Jean Giraud, avec Jean-Michel Charlier, donne des développements de plus en plus remarquables à une série comme Blueberry. De temps en temps, il donne d'autres pages plus extravagantes sous le nom de Möbius. Mais il s'est surtout affranchi en tant que dessinateur de western de l'influence lourde et longtemps écrasante de J.G. D'autres émergent à peine. Et certainement, lorsque leurs premières pages paraissent dans Pilote, numéro 420, si je ne me trompe, Pierre Christin et Jean-Claude Mézières n'imaginent pas qu'un certain Luc Besson, probablement bébé, viendra un jour porter sur grand écran sous forme de film international les aventures de ces personnages. Il tâtonne encore, Valérian est tout seul, Laureline mettra du temps à s'imposer, mais voilà des germes d'un devenir, comme voilà d'autres germes à contre-courant d'un tout jeune dessinateur, Philippe Drouillet, qui profite d'une fenêtre d'ouverture de la bande dessinée adulte. La bande dessinée française et franco-belge dans ces années-là reste massivement orientée vers les enfants ou les adolescents. Là, tout d'un coup, quelque chose est devenu possible et ce talent qui mêle ici, dans le premier Lon Sloan, un univers proche du western et un univers fantastique et science-fictionnel, quelque chose là pointe. Mais Losfeld a demandé à Drouillet de terminer l'album très vite. Les 30 dernières pages ont été faites en 2 mois. Et le dessin ne lui semble pas tout à fait être celui qu'il veut faire et qui demanderait beaucoup plus de minutie, des originaux plus grands, un soin particulier, peut-être un travail de la couleur. Enfin bon, c'est là. Et c'est vrai que de plusieurs côtés, on sent poindre dans cette année qui précède une année plus prestigieuse, plus mémorable, celle de 68, on sent poindre l'envie que ça bouge, que ça saute, que ça pète. Et le professeur Choron, qui a la joie de faire revenir Harakiri, multiplie les provocations dans ce mensuel qui n'accueille la bande dessinée que de manière furtive, inessentielle. Ce n'est pas le cœur du journal, mais c'est là qu'on trouve les premières planches de Möbius, c'est là qu'on trouve aussi l'une de ces bandes dessinées pop qui marque tout à fait cette année 1967, et ici, Pravda, la survireuse, avec son personnage inspiré de Françoise Hardy. Un univers pop, un univers adulte, un univers sexué, qui semble bien loin du reste de la bande dessinée courante, un univers
qui a trouvé sa figure de proue peu auparavant avec un auteur venu de la tradition, Jean-Claude Forest, et une héroïne toute neuve, une héroïne à part entière. Il n'y en avait pas tant que ça dans la bande dessinée francophone à cette époque-là. Barbarella, une héroïne sexuée, aux formes généreuses, au tempérament vif, qui aime les provocations et qui ouvre le chemin, Barbarella autant que Jean-Claude Forest, qui ouvre le chemin chez Losfeld et ailleurs à toute une forme de nouvelle bande dessinée. Vous savez, la nouvelle bande dessinée, c'est un refrain. Quand on raconte l'histoire de la bande dessinée, on pourrait très régulièrement dire qu'on va raconter l'histoire d'une génération qui fait la nouvelle bande dessinée. Mais il n'y a pas de doute que dans ces années 60, encore si sage par bien des côtés, une nouvelle bande dessinée adulte est en train de naître et que la Schtroumpfette de Peyo, qui paraît cette année-là, incarne une notion de la féminité un peu différente qui demandera à être révisée et qui, dans certaines têtes, en 2015 ou 2016, ne semble toujours pas avoir tout à fait été révisée. Quelquefois, les idées sur les dessinatrices de bande dessinée, leur talent, sur les personnages de bande dessinée, leur façon d'échapper aux stéréotypes, datent un peu du temps de la Schtroumpfette. On parle, dans certains milieux féminins ou féministes, du syndrome de la Schtroumpfette. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le syndrome de la Schtroumpfette, mais il est intéressant. Il consiste à présenter un personnage féminin uniquement par rapport aux réactions positives ou négatives, agressives ou séduites, produites sur la jante masculine. Évidemment, dans l'album La Schtroumpfette, au milieu de tous ces Schtroumpfs et de leurs grands Schtroumpfs, il y a une Schtroumpfette. Et cette Schtroumpfette, si j'ose dire, fout le bordel. Elle ne fout pas le bordel exactement de la même façon que Valentina de Crépax, figure marquante, aussi marquante, au moins aussi marquante que la Barbarella de Forest, figure développée par Crépax à travers plusieurs albums et qui secoue non seulement la pudibonderie, les bonnes mœurs, l'image de la femme, mais qui secoue aussi la bande dessinée et ses codes. Et cette double irruption de modernité est peut-être encore plus frappante chez Crépax que chez Forest, même s'il y a une liberté du trait chez Forest, une liberté narrative. Mais chez Crépax, c'est véritablement un érotisme paginal qui s'invente au fil du récit. On a l'impression que tout est fait pour que, case après case, par leur assemblage, par leur jeu, par une forme de non-linéarité, puisque les pages de Crépax sont toujours faites aussi pour s'appréhender d'un coup dans leur globalité, même si elles peuvent se lire, quelque chose dans cette œuvre, dans ses premiers albums surtout, surprend, déconcerte et réveille des possibles de la bande dessinée qui étaient enfouis depuis assez longtemps dans la plupart des journaux. Tout le monde lit Crépax, les anciens comme les modernes, les adultes bien sûr, et peut-être les jeunes s'ils parviennent à les feuilleter, à les ouvrir, à en découvrir des échos. Et tout le monde va être marqué par Crépax, même si aujourd'hui, sa place dans l'histoire de la bande dessinée est peut-être moins centrale et moins importante qu'elle ne devrait l'être. Mais Valentina de Crépax nous dit aussi quelque chose d'important, c'est qu'à côté du foyer belge, très important, à côté du foyer français, très vivace à ce moment-là, il y a une présence extrême, extraordinaire de la bande dessinée italienne. Et ça, c'est quelque chose que nous avons beaucoup oublié. Les grands auteurs italiens qui ont suivi se sont trouvés absorbés, comme d'ailleurs souvent les auteurs espagnols, se sont trouvés absorbés par le champ francophone. Or là, il y a une scène de la bande dessinée, dans cette fin des années 60, qui est extrêmement vivace en Italie, qui est à l'avant-garde par rapport à la bande dessinée française et qui va la secouer. Et cette année 1967, décidément riche en surprise et en naissance remarquable, c'est aussi celle de l'apparition dans une revue appelée Sergeant Kirk, un autre personnage d'Hugo Pratt, c'est l'année de l'apparition furtive, puis plus marquante, de Corto Maltese. Corto Maltese, un des personnages
aujourd'hui emblématique, un personnage toujours extrêmement présent, arrive donc par l'Italie et va s'imposer chez les Italiens bien avant de trouver sa place en France dans une histoire qu'il faudra raconter dans un des autres épisodes de cette série. Pratt est un auteur dont la carrière est déjà longue et c'est somme toute au milieu de son parcours d'auteur, après une vie aventureuse, après avoir développé son talent en Argentine, et bon, ça nous donne déjà une idée de thème qu'il faudra raconter, c'est comment raconter ces personnages qui n'appartiennent absolument à aucune tradition, qui sont toujours à cheval sur plusieurs traditions, comment aller repêcher ces pays comme l'Argentine, qui ont eu à certains moments tant d'influence, mais à d'autres moments ce sera le Portugal, parfois cela peut être l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc., qui ont donné à un moment des formes très importantes qui ont circulé, innervé, influencé, marqué les autres dessinateurs. Toujours est-il que l'Italie, en ces années-là, est à la pointe. L'Italie donne naissance à des revues remarquables comme Linus, qui inspirera plus tard Charlie Mensuel, qui servira de modèle. Et quand nous racontons une histoire, quelquefois nous aurions tendance à dire « Ah oui, on va procéder de bande dessinée française en bande dessinée française, de bande dessinée belge en bande dessinée belge, ou bien croiser ces deux traditions, ou bien voir la bande dessinée américaine croître d'elle-même ». C'est un des thèmes que je tenterai de développer au fil de ces séances. Ce sont tous ces liens. Et par exemple, le fait que plusieurs bandes dessinées américaines marquantes, à commencer par les Peanuts de Schulz, vont entrer sur le tard, sur un autre mode, dans des revues, notamment en Italie. C'est aussi en Italie que certains personnages qui n'appartiennent pas au monde de la bande dessinée, personnages plus universitaires, plus intellectuels, acceptent de se faire photographier avec un Superman entre les mains et acceptent de rencontrer des dessinateurs, éventuellement de les lire, de parler de leur travail. Vous aurez peut-être reconnu, même sans barbe et juvénile, même sans le moindre nom de la rose, Umberto Eco. Umberto Eco, un des premiers amis de la bande dessinée, un des premiers intellectuels sérieux, grand spécialiste du Moyen-Âge, professeur de sémiotique, eh bien, Umberto Eco est l'un de ceux qui introduiront un discours sur la bande dessinée. Et qui dit discours sur la bande dessinée va dire très vite comparaison, histoire, construction d'un corpus, résurrection d'œuvres oubliées, dialogue éventuel avec les auteurs et stimulation. Et tout cela, c'est aussi en Italie que ça se passe en ces années-là. Le premier salon a eu lieu à Bordighera, et si je ne me trompe, c'est en 1965, donc avant l'année clé, mais ce salon de Bordighera, qui accueille, vous le remarquez de manière internationale, des comics et des bandes dessinées, même avec un petit accent sur le premier de dessiner, mais enfin la bonne volonté est là. On est dans quelque chose qui déjà mixe des traditions, qui déjà va aller chercher des auteurs de différentes époques, de différents styles, les faire se rencontrer, considérer que leur travail n'est pas ridicule, même si ce mot de comics ne s'écrit pas encore avec un X à la fin, et donc garde cette petite notion rigolote et divertissante qui peut-être pèsera sur l'histoire de la bande dessinée. Toujours est-il que ce festival est un succès et qu'il se transporte dès l'année suivante, 1966, puis l'année 1967, à Lucca. Et c'est pendant des années le rendez-vous principal des auteurs qui aura lieu autour de gens comme Crépax et Pratt, mais de beaucoup d'autres, de fans, de premiers historiens italiens, invitant des auteurs américains, commençant à faire se rencontrer des traditions qui ne se rencontrent pas, et donc créant un modèle de ce qu'on appelle sans doute pas encore la bédéphilie, surtout en Italie, puisque vous savez que les bandes dessinées sont appelées en Italie des fumetti, des petites fumées, des ballons qui s'envolent, mais il se trouve quand même qu'on prend au sérieux ce travail. On va, par exemple, présenter en 1969 à Lucca l'Archivio Italiano della Stampa a Fumetti, donc l'archive. Commencer à travailler sur un corpus, non pas sur cet éphémère qui caractérise très largement la bande dessinée telle qu'on la voit se faire, telle qu'on la lit, telle qu'on l'a longtemps lue, davantage dans la presse que dans les livres, mais commencer à la ressusciter.
Alors en France aussi, ce sont dès le début des années 60 les premiers mouvements de BD-Phile, GIF-WIF, ou GIF-VIF, revue de la bande dessinée, et l'émanation d'un petit club de passionnés, de nostalgiques des bandes dessinées de leur enfance, c'est-à-dire essentiellement de bandes dessinées parues en France dans les années 30, mais traduites des États-Unis. On parle de l'âge d'or, on veut célébrer cet âge d'or, qui, comme tous les âges d'or, est avant tout l'âge d'or affectif et sentimental de ceux qui l'ont vécu, l'âge d'or des premières découvertes, l'âge d'or des premières lectures émerveillées. Alors de temps en temps, dans GIF-WIF, on peut laisser la place à de la bande dessinée contemporaine, mais quel message ironique que celui de ce ballon en première de couverture. Non, il ne faut pas m'aimer, non, ce n'est pas la peine. Revenons à Popeye, à Mandrake, à Prince Vaillant, à Tarzan. Non, non, il ne faut pas m'aimer. D'autant que Jean-Claude Forest fait partie d'un groupe qui va être concurrencé par d'autres amateurs de BD et que beaucoup, effectivement, s'empresseront de le critiquer. Alors, parmi ces premiers amoureux de la bande dessinée, de la même génération, le plus célèbre, celui qui joue un peu le rôle que Umberto Eco joue en Italie, c'est bien sûr Alain Resnais. Alain Resnais qui, dans son court-métrage « Toute la mémoire du monde », a glissé quelques plans, filmant la Bibliothèque nationale, quelques plans sur des illustrés qu'il avait malicieusement introduits avec Chris Marker et qui ne se trouvaient pas dans les collections de la Bibliothèque nationale à ce moment-là. Ils sont là juste pour le plaisir, au milieu de toutes les publications respectables, de glisser des revues périssables. On a donc dans ces premiers amateurs des gens comme Francis Lacassin, comme Resnais, comme l'auteur Forest, Remo Forlani, etc. Et ils ont assez peu de goût, de curiosité, de passion pour la bande dessinée franco-belge. Ils ont moins de passion encore pour la bande dessinée qui est en train de se publier, à part quelques exceptions. Tout le monde parle beaucoup de ce qui se fait chez Losfeld parce que c'est très visible. Mais grosso modo, la bande dessinée, pour eux, à leurs yeux, et pendant longtemps ça va le rester, la bande dessinée est une affaire américaine. Dans la revue rivale, celle qui se sépare, se détache, et autour de Claude Moliterni et quelques autres va éditer la revue Phénix, on célèbre davantage la tradition française, mais on fait aussi la part belge, et pourquoi pas, à la bande dessinée américaine. Et c'est ce groupe-là, c'est autour de ce groupe-là que nous retrouvons la situation initiale, l'exposition de 1967, bande dessinée et figuration narrative, où le capitaine Haddock est bien surpris de voir que ce ne sont pas ses amis du journal Tintin que l'on retrouve dans la bulle, mais d'autres héros plus lointains. L'exposition, j'ai retrouvé ces images sur le net, on en a très très peu. L'exposition est donc présentée au Musée des Arts Décoratifs. Vous voyez les couleurs très vives et les partis pris scénographiques qui excluent radicalement les originaux, qui semblent exclure la linéarité historique, qui ne donnent pas une approche vraiment chronologique, mais cherchent plutôt à célébrer à coup d'agrandissement fait à partir de l'imprimé, on le sent très bien à leur qualité moyenne, d'agrandissement fait à partir des imprimés, les bandes dessinées les plus célébrées, les plus aimées. Certains ont cru que cette exposition avait posé comme une définition de la bande dessinée, une définition un petit peu étrange et qu'on va retrouver dans d'autres publications. La bande dessinée serait une figuration narrative. Après tout, pourquoi pas? Ce n'est pas tout à fait absurde. La bande dessinée est généralement figurative et grosso modo, sa vocation, la plupart du temps, est de raconter. Mais en réalité, il s'agit de tout autre chose. Il y avait un courant pictural très important avec des peintres, enfin en tout cas très en vue, des peintres comme Monori, Hérault, Adami, qui
réagissant contre ce qu'ils percevaient comme le terrorisme de la modernité et de l'abstraction, parlaient de figuration narrative à propos de leurs tableaux. Et ils avaient voulu exposer aux arts décoratifs. Et dans le même temps était arrivé au Musée des arts décoratifs un projet d'exposition sur la bande dessinée. Peut-être ne fallait-il pas en faire trop, peut-être n'avait-on pas de place. Peut-être, surtout, s'est-on dit qu'avec quelques tableaux à côté, même à la fin, la figuration narrative, ça passerait mieux dans une grande institution. On verra en tout cas que le syndrome de la peinture, de la justification par la peinture, le syndrome de la mauvaise conscience se prolongera assez bien jusqu'en 2017. Et donc voici là un tableau de héros dont on peut voir vaguement les liens avec la bande dessinée, mais en tout cas, il s'agissait bien de sections différentes dans l'exposition et il ne faudrait pas non plus donner à cette alliance plus de valeur qu'il n'en faut, qu'elle n'en mérite. C'est avant tout circonstanciel, c'est un alibi, mais c'est aussi le signe de quelque chose qui a eu une influence considérable et d'une ambiguïté rare, qui est le travail du pop art et de Roy Lichtenstein, que nous voyons ici en 1967. Un jeune Roy Lichtenstein. L'agrandissement façon bande dessinée et figuration narrative. L'agrandissement de vignettes qui peuvent sembler anecdotiques, leur esthétisation. C'est quelque chose que véritablement Lichtenstein a créé dans un rapport sur lequel je reviendrai dans la conférence sur l'art et la bande dessinée, mais dans un rapport d'une ambiguïté absolue. Il y a eu d'une certaine façon célébration, il y a eu d'une certaine façon reconnaissance, mais il y a aussi dédain, sinon mépris, et en tout cas déni, puisqu'il y a eu déni du travail de ceux dont Lichtenstein s'approchait, du travail de ceux qu'il reprenait, qu'il agrandissait, qu'il transformait, sans les citer, et comme si ces images n'étaient rien, comme si ces images qu'il utilisait, et parfois de très près, comme si ces images n'avaient de chance d'approcher de l'art que par le geste qui les agrandissait et le traitement pictural qu'il en faisait. C'est quelque chose qu'on retrouvera beaucoup plus tard dans l'exposition Low Art, High Art au MoMA à New York, mais c'est quelque chose qui est toujours là, c'est-à-dire qu'à un moment, un peintre, un artiste, un écrivain, un cinéaste s'approche de la bande dessinée, la transforme, et tout d'un coup, ça deviendrait quelque chose, ça deviendrait de l'art, ça deviendrait un phénomène important. Comme si on avait besoin de ça pour célébrer ce qu'on appelle, ce qu'on commençait à appeler vers 67 ou vers 69, le 9e art. Rapport extrêmement ambigu. Nous voyons ici, au-dessus, Lichtenstein, en dessous la vignette qu'il a extraite et dont il s'est inspiré. Et ma foi, cette vignette n'est pas si mal. Sans Lichtenstein, et c'est le cas de beaucoup d'autres, de scènes sentimentales, de phylactères, etc., on n'est pas dans le sous-art, on n'est pas dans le ridicule, on est aussi dans la différence entre une minuscule vignette imprimée sur mauvais papier dans un journal périssable, d'une part, et de l'autre côté, un grand format, une toile, des matières nobles, des galeries, des visiteurs peu nombreux. Ceux qui ont le plus aimé Lichtenstein, ceux qui l'ont le plus célébré, sont sans doute ceux qui dédaignaient ces journaux, et la bande dessinée, comme l'affiche, est née dans la rue, avec les gamins des rues, avec quelques centimes quelquefois, et tout comme le street art, aujourd'hui, on peut quelquefois avoir le sentiment qu'elle laisse une partie de sa vigueur, de son énergie, de son sens artistique, de son âme, au moment où elle s'installe dans les galeries. Et il y a cette ironie, évidemment, on pourra y revenir aussi, de voir aujourd'hui des auteurs de bande dessinée se précipiter comme un seul homme ou comme une seule femme dans les galeries d'art, là où à une époque, les peintres et les artistes contemporains ne rêvaient que d'en sortir. Si on se souvient de l'exposition bande dessinée et figuration narrative, c'est aussi parce qu'il y a eu ce catalogue imposant, qui a à mes yeux l'immense mérite de s'ouvrir par des cases
un peu maltraité, mais sublime, de Winsor McCay dans Little Nemo. On reconnaît déjà là la grandeur de cette œuvre. Et malgré tout, cet ouvrage, avec toutes ses limites, avec la difficulté d'accès aux sources, puisqu'il faut se souvenir que cette histoire de la bande dessinée qui naît est une histoire qui se fonde avant tout sur de la presse, et de la presse étrangère, donc avec toutes ses limites, ce catalogue, ce gros catalogue, constitue une tentative de redonner de la mémoire à la bande dessinée et de redonner une mémoire internationale à la bande dessinée. Beaucoup de ces œuvres ont disparu, donc ça c'est remarquable. Il est assez amusant de voir que ce catalogue qui célèbre la bande dessinée américaine va être traduit et diffusé en Angleterre et aux États-Unis. Il est écrit en partie par Pierre Coupry et Maurice Horn. Et donc la France, les érudits français, les passionnés français racontent aux Américains leur histoire. Ils sont dans une des situations que je décrivais, raconter une histoire qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Un public qui devrait la connaître, mais qui l'a quelque peu oubliée, puisque la bande dessinée américaine était tout ailleurs. En cette année 1967 aussi sort un gros volume remarquable, édité par Planète. La revue Planète est à son top. Hergé lui-même en est un grand lecteur. On retrouve Vol 714 pour Sydney. Mais Planète ne parle pas que du matin des magiciens et des scoops volantes. Planète parle aussi des cultures oubliées, des cultures parallèles, et propose une anthologie dont vous sentez la diversité dès la couverture et qui restera pour, je pense, beaucoup de gens de l'époque, une occasion de découvrir des bandes dessinées autrement introuvables. C'est en 1966 que Evelyn Sulro, récemment disparue, analyste de la société contemporaine, des mutations de la vie quotidienne, des mutations de l'univers féminin, se penche sans dédain, avec bienveillance et intelligence sur la bande dessinée et met côte à côte ces mots, ce qui devait sembler obscène à certains et bizarre à quelques-uns de ses collègues, bande dessinée et culture. Et c'est un petit livre, je partage avec Thierry Grunstein une certaine admiration pour ce petit livre qui, travaillant avec les moyens du bord, arrive à ne presque pas dire de bêtises sur la bande dessinée et à la considérer en tout cas comme un langage potentiellement riche de contenu et de forme. Alors oui, on s'en préoccupe un peu de ci, de là, les pédagogues, les sémiologues, les éducateurs, les historiens, chacun à leur façon pense que peut-être dans la bande dessinée, il y a quelque chose à faire. Et débute à cette époque ce tic absolument remarquable qui dénonce aujourd'hui immanquablement les mauvais ouvrages sur la bande dessinée, qui est de vouloir inscrire le titre dans une bulle. Là, si vous voyez aujourd'hui dans une librairie un livre de 2017 ou 2018 sur la bande dessinée avec ce type de présentation, vous pouvez avoir les plus grands doutes sur le contenu, mais les éditeurs immanquablement, ça nous arrive à tous, les éditeurs immanquablement ont une idée super, on va mettre le titre dans une bulle. Ah oui, ça va être chouette. Nous entrons véritablement dans la question de l'histoire. Avec un livre qui a beaucoup marqué, même si je ne vous en recommande pas aujourd'hui la lecture, sinon si vous êtes, comme moi et quelques-uns, un passionné de la méta-histoire de la bande dessinée. Mais ce livre de Gérard Blanchard, aux éditions Marabout, qui a été très populaire, qui a été très lu, raconte l'histoire de la bande dessinée de manière à la légitimer. Bien sûr, le livre fait autre chose, mais il cherche de ses racines à la bande dessinée en la faisant remonter jusqu'à la préhistoire, jusqu'à Lascaux. Après tout, ces bisons sont très narratifs. L'Égypte, la colonne Trajane, la tapisserie de Bayeux et quelques-uns de ces inusables que l'on retrouvera dans beaucoup de débats sur la bande dessinée, dans beaucoup de publications, quelquefois dans la voix de certains professeurs. Mais non, la bande dessinée est une affaire sérieuse, elle a existé de tous les temps. Il y a eu de la narration, la tapisserie de Bayeux est une grande bande dessinée, etc. Prenant, et pourquoi pas les tableaux, les séquences de tableaux de Carpaccio ou d'autres, prenant l'idée que toute rencontre entre une narration peinte, une narration figurée,
une figuration narrative, toutes ces formes de rencontres, toutes ces formes d'existence sont des pré-bandes dessinées, des proto-bandes dessinées, et donnent surtout à la bande dessinée une noblesse dont elle a bien besoin. Et puis autre vulgate, autre grande idée reçue qui handicapera l'histoire de la naissance de la bande dessinée pendant longtemps et qui, dans l'esprit de beaucoup, l'handicape encore, on remonte à un créateur, d'ailleurs remarquable, Richard Felton Outcault, et à une œuvre, le Yellow Kid, dans laquelle on a voulu voir pendant longtemps la première bande dessinée. Alors, ce qui est très extraordinaire, c'est qu'en prenant cette bande dessinée américaine qui démarre en 1895, on montre essentiellement quelque chose qui, même avec beaucoup de bonne volonté, ne ressemble pas à de la bande dessinée. Ce sont de grandes images, des images rébues, très complexes, sans phylactère, et pourtant beaucoup de ceux qui définissent la bande dessinée voient dans le phylactère un trait essentiel et s'en servent pour écarter d'autres auteurs, mais surtout des images extrêmement dépendantes pour leur compréhension du texte qui les accompagne. Ce qui est certain, par contre, c'est que le personnage du Yellow Kid, ce gamin des rues qui s'extrait peu à peu de la série Hogan's Alley, devient un personnage très populaire et donc l'un des premiers héros de la bande dessinée américaine. Et c'est en tant que tel qu'il a pu prétendre à l'un ou l'autre titre. Mais nous verrons bientôt que cette thèse ne résiste pas à l'examen même rapide des sources. Il n'empêche qu'on cite souvent, et je pense qu'elle est effectivement très importante, cette planche que j'avais commentée l'année dernière en parlant de Winsor McCay, cette planche commentée notamment très largement par Thierry Spolderen, sur l'apparition des bulles dans le Yellow Kid. Cette planche déclencheuse, vous voyez que dans la plupart des cas, le texte s'inscrit sur le vêtement du Yellow Kid, mais ici, son nouveau phonographe, cet outil technologique nouveau, cette machine bizarre, se met à parler et à parler sous forme de bulles, sauf qu'en réalité, c'est le perroquet qui les utilise. Toujours est-il que le procédé se développe et que beaucoup de bandes dessinées américaines, d'Outcault et d'autres, on y reviendra dans la conférence qui est consacrée, vont utiliser ce nouveau procédé et qu'il y a bien une popularisation de la bande dessinée dans les années 1895-1905. Les historiens de l'époque et les éditeurs de l'époque, dès 1969, valorisent non seulement le Yellow Kid, mais aussi Little Nemo à travers une réédition chez Pierre Auret qui fera découvrir à beaucoup que la bande dessinée naissante a pu donner lieu à des chefs-d'œuvre. La BD change de génération, de plus jeunes gens commencent à s'y intéresser à peu près au moment, c'est la même année que paraît cette réédition chez Pierre Auret et que sort le premier numéro bien modeste d'un fanzine appelé Schtroumpf, dû à un certain Jacques Glénat qui demeure 17 avenue Alsace-Lorraine à Grenoble et qui fait son petit fanzine, comme quoi, vous voyez, si vos enfants se lancent dans un fanzine, encouragez-les, peut-être qu'ils deviendront les patrons d'un groupe d'édition très important. En tout cas, Schtroumpf rencontre les aspirations d'un nouveau public, peut-être plus empris sur la bande dessinée en train de se faire, une autre génération, celle qui est née juste après la guerre, et très vite, la revue prend des allures professionnelles, et vous voyez ici la coexistence tout à fait remarquable du premier titre, Schtroumpf, et du second, Les Cahiers de la bande dessinée. On pourrait s'intéresser à cette ambiguïté, cette amphibologie. D'un côté, Schtroumpf, avec son petit phylactère, on est là, entre nous, dans un univers qui reste proche de l'enfance, on s'amuse, on est décontracté, et d'un autre côté, l'ombre des cahiers du cinéma, qui ne sont d'ailleurs plus en ces années-là que l'ombre d'eux-mêmes, et qui sont devenus une revue extrêmement théoriciste, mais on se souvient que la cinéphilie a été incarnée longtemps par les cahiers du cinéma. Donc, comme on ne choisit pas, on fait les deux à la fois, et puis on va célébrer d'ailleurs un héros plutôt traditionnel, Corentin de Paul Cuvelier, et en même temps un auteur très novateur, Fred, avec son Philémon. C'est l'époque aussi
et là j'entre un petit peu, je vais alterner ce qui concerne l'histoire de la bande dessinée telle qu'elle se raconte et les reconnaissances progressives de la bande dessinée. Les deux se font de pair. L'histoire ne peut s'écrire, ne peut commencer à s'écrire que parce qu'une reconnaissance s'opère. Et donc, Luca perd un peu de sa centralité au moment où commence à s'imposer, d'abord petitement, puis avec une ampleur considérable, le Salon international de la bande dessinée d'Angoulême. Il est intéressant de voir que la première affiche est due à Pratt. La filière italienne est toujours présente. On passe de Luca à Angoulême par la figure de Pratt. On va célébrer de grands auteurs américains. On donnera, par exemple, un des premiers prix à Will Eisner, mais en même temps, Franquin est à l'honneur et donc la bande dessinée européenne commence à se constituer. La bande dessinée aussi en train de se faire, puisque ce sont là des auteurs vivants qui créent ces affiches. Cette époque voit aussi, par les jeunes passionnés qui écrivent dans Schtroumpf, les cahiers de la bande dessinée, un désir de s'intéresser aux auteurs encore en activité. Et donc ce livre de Numa Sadou, le journaliste alors très actif, qui fait un petit peu le trait d'union entre la bande dessinée de Rézère, celle de Giraud, celle de Franquin et la bande dessinée classique à la Hergé, ce livre aura une influence considérable sur des générations de lecteurs et contribuera à faire pour Hergé ce qu'à sa manière Truffaut avait fait avec Hitchcock. On commence aussi à raconter l'histoire des journaux et le même Jacques Glénat, devenu éditeur entre-temps, édite l'histoire du journal Tintin. Donc on commence à prendre conscience que la bande dessinée n'est pas qu'une affaire d'auteur, mais aussi de support de presse. De jeunes critiques, promis à un bel avenir, s'intéressent à des auteurs encore en devenir. Aux jeunes éditions Magic Strip, le jeune Thierry Grunstein consacre une monographie abondante et remarquablement illustrée au tout jeune Jacques Tardy. Donc vous voyez que là, la reconnaissance ne s'opère plus seulement sur un supposé âge d'or ou même sur des auteurs qui ont l'essentiel de leur œuvre derrière eux, mais on va analyser esthétiquement et historiquement une œuvre en train de se faire. Et le même Thierry Grunstein, œuvrant inlassablement pour installer dans un milieu qui souvent y résiste un discours informé, érudit et analytique, sur un 9e art célébré de manière encore indécise, reprend la rédaction en chef des cahiers de la bande dessinée et fait disparaître Schtroumpf. Non pas les Schtroumpfs, on peut en parler, mais fait disparaître cette mention. On peut célébrer des auteurs contemporains, leur consacrer un grand dossier, comme les revues de cinéma le font, Floquet-Rivière ici. On peut aussi s'intéresser à la question qui nous concerne toujours, où va la BD? Oui, on se le demandait. Et on peut aussi se poser la question de la bande dessinée et la peinture, qui reste une de nos questions clés. Ces avancées n'empêchent pas que du côté de l'histoire de la bande dessinée, ce n'est pas encore tout à fait ça. Bon, d'abord, on réaffirme avec force et en répétant les prédécesseurs que le Yellow Kid est bien le seul, le vrai, le fondateur, l'unique. On répète fortement que la bande dessinée et avant tout américaine. Quand on célèbre d'autres bandes dessinées, c'est surtout les traditions que l'on connaît le mieux, mais on fait quelque chose d'étrange dans cette histoire mondiale qui a rendu bien des services et qui peut encore en rendre. On fait quelque chose d'assez particulier, c'est qu'on confie chaque pays à un spécialiste et que donc on arrive à raconter l'histoire de la bande dessinée portugaise, l'histoire de la bande dessinée anglaise, l'histoire de la bande dessinée américaine, comme si elles avaient cheminé de manière absolument indépendante. C'est évidemment une façon plus simple de procéder, et j'y aurai moi-même recours de temps en temps, mais en essayant à chaque fois de corriger cette tendance des monographies nationales qui est extrêmement trompeuse. Et donc le Yellow Kid, la thèse du Yellow Kid, cet éternel retour au Yellow Kid, comme manière aussi de tirer la bande dessinée du côté non seulement des États-Unis, mais de l'enfance, du rire, de la bonhomie, s'affirmera encore pendant longtemps dans les histoires de la bande dessinée. Venus du monde universitaire, d'autres quand même essayent de la raconter autrement,
avec un mélange de grande clairvoyance, d'extrême érudition, d'investigation dans des champs d'archives pas faciles à explorer, et en même temps d'étrangeté. C'est le cas de David Kunzel, qui a proposé une History of the Comic Strip, dont 2 volumes sont parus, mais qui malheureusement, et c'est le cas de beaucoup d'historiens, et j'espère ne pas tout à fait tomber dans ce travers, reviennent surtout sur les débuts, inlassablement sur le début, et ont de plus en plus de mal à raconter cette histoire. Alors, Kunzel va dans le second volume développer la bande dessinée du XIXe siècle et le faire à l'époque, au début des années 80, avec une érudition tout à fait novatrice et étonnante, et ce sera pour beaucoup de gens une occasion de découverte. Mais dans le premier volume, il se penche sur une sorte de proto-bande dessinée qui existerait depuis Gutenberg, depuis l'invention de l'imprimerie, et qui consisterait à nouveau en des suites d'images narratives. Et il est vrai que, quelquefois, comme dans cet exemple, il y a quelque chose de troublant. On trouve les bulles, que la bande dessinée du 19e n'a pas toujours. On trouve nécessairement de la séquentialité, de la narrativité. Parfois, on retrouve le même personnage d'une image à l'autre. Oui, on n'est pas bien loin. À d'autres moments, et surtout dans des enluminures médiévales un peu plus anciennes, on a des organisations de pages qui aujourd'hui encore peuvent séduire et faire rêver, qui peuvent sembler, par bien des traits, être proches d'une certaine idée de la bande dessinée. Et je ne suis pas de ceux qui voudraient établir une frontière absolument étanche et sûre et ferme entre ces œuvres-là et les bandes dessinées que nous connaissons. Je pense qu'une page comme celle-ci, ou comme celle-là, sont beaucoup plus proches de la bande dessinée telle que nous l'entendons que ne l'était la colonne Trajane ou les séquences égyptiennes. Toutefois, nous sommes quelques-uns, et nous sommes même de plus en plus nombreux, en Europe, aux États-Unis, et même au Japon aujourd'hui, à tenir que la bande dessinée est née avec quelqu'un d'autre. Je ne vais pas vous refaire la longue démonstration sur Töpfer, et je vous renvoie à la conférence qui est en ligne sur Töpfer, mais à tenir, Thierry Grunstein, moi-même et quelques autres, à tenir Rodolphe Töpfer pour l'inventeur de la bande dessinée. Alors, inventeur, pas au sens où Niepce et Daguerre ont inventé la photographie. Il ne s'agit évidemment pas d'une invention technologique brevetable. On n'aurait pas pu déposer la bande dessinée. Mais à dire que ce Genevois du début du XIXe siècle, bon écrivain, bon caricaturiste, pédagogue, a créé quelque chose de fondamentalement différent des bandes dessinées qui précèdent, par son talent, par sa manière d'entrelacer véritablement le dessin au texte, par la technologie à laquelle il recourt, qui lui permet de dessiner à l'endroit, procédé de l'autographie, très proche de ce que les auteurs produisent aujourd'hui, par un certain privilège accordé au noir et blanc, même si ça tenait aussi aux circonstances de reproduction, mais surtout par la conscience qu'il y a chez lui d'inventer une forme neuve et l'envie de la populariser, l'envie de la répandre. Töpfer travaille pour l'imprimer. Pour lui, c'est d'abord le livre qui va être la forme de la bande dessinée naissante, mais il rencontrera aussi la presse. Töpfer travaille à partir de héros récurrents dont les aventures se déroulent tout au long d'un récit. Töpfer a un dessin qui est fondamentalement incomplet, car il s'appuie sur le texte, et un texte plus incomplet encore, car il appelle profondément l'image. Il pense dans un nouveau système, il y a un paradigme spécifique qui s'invente avec lui et dont nous trouvons la théorie dans cet ouvrage au titre singulier mais au contenu remarquable, l'essai de physiognomonie, où il pose au fond une théorie de l'engendrement par le dessin, de l'engendrement du récit par le visage, les métamorphoses du visage, les métamorphoses du corps, qui vont avoir une postérité absolument extraordinaire. Donc, Töpfer produit des petits objets à tirage extrêmement limité. On peut dire qu'il est quasiment l'inventeur de l'édition originale, sinon de l'édition numérotée. Il les commercialise lui-même dans la bonne société genevoise. Mais les histoires s'exportent, sont imitées,
sont redessinées à Paris et vont donner naissance à un mouvement. Alors c'est tout à fait amusant de voir que la première histoire, qui était celle de Monsieur Jabot, donne son titre à une série chez Aubert, Les albums Jabot, et on mêle dans cette liste différents livres de Doré, de Cham ou du pauvre Töpfer, qui n'a pas l'honneur d'être nommé, d'être crédité de son invention. Paris oublie l'origine lointaine, j'y reviendrai dans la prochaine conférence. Et Töpfer, donc homme de livre, et plaçant la bande dessinée d'abord sous le signe du livre, alors que son histoire au XIXe sera d'abord une histoire de presse, Töpfer, homme de livre, voit quand même, adapté par Cham, son histoire Monsieur Cryptogame, reprise dans le journal essentiel qui s'appelle l'Illustration. Et donc là aussi, il est pionnier. Pionnier comme inventeur d'une forme, pionnier comme inventeur d'une technique, pionnier par sa foi dans la capacité de ce nouveau médium à se populariser, à se répandre, par l'envie d'inciter d'autres auteurs comme Granville ou Cham à la pratiquer, mais pionnier aussi parce que même sous une forme quelque peu abâtardie, la bande dessinée s'impose dans la presse à travers lui. Et Töpfer, on le sait désormais, on le sait beaucoup mieux depuis les recherches qui ont été développées ces dernières années, Töpfer a aussi été immédiatement traduit, notamment aux États-Unis, et donc a pu, à travers ses versions bien sûr un peu différentes, influencer des générations d'auteurs, et par une sorte de longue transmission qui en France ira jusqu'à Christophe, mais qui aux États-Unis ira chez beaucoup d'auteurs, d'autres passeront par l'Allemagne. L'influence töpférienne continuera à se faire sentir tout le temps, et là aussi c'est un argument massif en faveur de cette thèse. David Kunzel donc a noté de plus en plus et souligné de plus en plus l'importance de Töpfer à travers des livres publiés aux États-Unis, Résurrection de ses bandes dessinées et Éloge de Töpfer, Father of the Comic Strip. L'histoire de la bande dessinée s'écrit dans les dernières années de manière plus complexe. Les recherches continuent, de nouveaux érudits arrivent, croisent les traditions, voient la bande dessinée d'aujourd'hui se transformer et posent parfois une relativisation du rôle de Töpfer, qui est à prendre comme un élément d'une histoire qui s'enrichit et qui, après tout, n'a pas de raison d'être enseignée dogmatiquement. Dans cet ouvrage très important de Thierry Smolderon, traduit également aux États-Unis, et donc lui qui célèbre beaucoup la bande dessinée américaine, influence la manière dont on la raconte, eh bien c'est d'un Anglais qu'il part, c'est de William Hogarth, célébré et admiré par Töpfer, c'est chez lui, dans ses séquences d'images, ici la carrière d'une prostituée, la première image complexe de la série, et ici les 6 images qui forment de manière extrêmement complexe la séquence, la vie de cette malheureuse, eh bien il y voit une sorte de proto-bande dessinée. Certains de ces arguments sont intéressants, d'autres nettement plus contestables, mais ce qui est certain, c'est que un travail comme celui de Thierry Smolderon a permis d'exhumer d'innombrables raretés. On connaissait le travail de Wilhelm Busch en Allemagne, on connaissait moins celui de Marie Duval, la première autrice de bande dessinée en Grande-Bretagne, une franco-britannique. Mais on s'aperçoit, quand on cherche bien, ici Georges Dumaurier, je ne vais pas les nommer tous, on s'aperçoit, Frost, l'américain, qu'il y a une pratique constante tout au long du XIXe siècle de bandes dessinées extrêmement diverses et parfois extrêmement brillantes graphiquement, recourant à toutes les techniques, parfois avec phylactère, quoi qu'on en ait dit, parfois muettes, mais en tout cas usant des possibilités de cette nouvelle forme avec une très très grande liberté et annonciatrice de séquences cinématographiques, de procédés cinématographiques que l'on croira parfois que la bande dessinée a emprunté au cinéma, alors qu'on voit que sur bien des points, la bande dessinée l'a précédée. Je vous renvoie, si vous êtes curieux et érudit, au travail extraordinaire que fait Antoine Sauvert sur le site Töpferiana, où il exhume très régulièrement non seulement des œuvres, mais des liens entre les œuvres, des influences cachées, et qui abrite une thèse tout à fait remarquable sur la bande dessinée au XIXe siècle.
ce qui s'est produit aussi dans ces années-là et qui est fondamental, c'est que l'histoire de la bande dessinée devient pour beaucoup d'auteurs, et non des moindres, un enjeu artistique, un enjeu créatif. Et dans ce livre très important de Art Spiegelman qui s'appelle In the Shadow of No Towers, à l'ombre des tours mortes, nous voyons les personnages nés à New York au début du siècle, à quelques pas de l'endroit où s'est édifié plus tard le World Trade Center. Nous voyons ces personnages revenir comme des fantômes et s'intégrer à la création contemporaine de Spiegelman. Nous voyons un autre auteur majeur, Chris Ware, dont on aura l'occasion de reparler, se passionner pour le patrimoine, celui de Crazy Cat de Herriman, celui de Frank King, et contribuer à les rééditer, se mettre à leur service, concevoir un design contemporain pour des œuvres du passé, pour les rééditer de manière forte et joyeuse. Et donc l'histoire de la bande dessinée, brusquement, devient aussi l'affaire des auteurs, plus simplement une affaire d'universitaires, de spécialistes, d'historiens. Il voit que des styles graphiques qui semblaient oubliés, périmés, démodés, des outils qu'on n'utilisait plus, tout d'un coup retrouvent leur force. Et ce sont les premiers musées de la bande dessinée, celui très important de Columbus, qui bien sûr présente une partie d'exposition classique, mais qui surtout abrite des fonds considérables de très très nombreux auteurs, comme Milton Caniff, et on peut sur demande, consulter les planches originales de ces auteurs, des planches qui sont là en très grand nombre, et beaucoup de dessinateurs contemporains aux États-Unis rêvent que leurs planches à eux arrivent un jour dans ces tiroirs et servent de source d'inspiration à d'autres. L'original commence à prendre du sens, commence à devenir un élément important. On sait qu'on a un musée important à Angoulême aujourd'hui, sous le signe de Corto Maltese, un musée dont certains partis pris scénographiques peuvent être discutés, mais qui, malgré tout, offre un accès à de l'imprimé, à des planches originales, à un discours intelligent sur la bande dessinée, et qui permet à celui qui s'est déjà familiarisé avec cet art, peut-être pas aux débutants, de découvrir un univers infiniment plus riche que celui qu'il connaissait par sa génération, ses goûts, sa culture, les magazines qu'il a lus. Au Japon aussi, dans le grand musée du manga de Kyoto, on va trouver certes essentiellement des mangas et beaucoup de revues, beaucoup d'imprimés qui seront là, mais il y aura aussi une petite section sur la bande dessinée américaine et sur la bande dessinée européenne. Voilà, je vous montre ici ce mur de mangas. Et cette question qui nous montre que la bande dessinée peut être un phénomène non seulement esthétique, historique et philosophique, mais peut aussi faire partie de l'économie et susciter quelques rêves en manga artiste millionnaire. Eh bien, parfois oui. Il y a d'autres musées, la reconnaissance va plus loin, puisque des musées monographiques comme celui-ci, à Santa Rosa, si je ne me trompe, consacrés à Charles Schulz, l'auteur des Peanuts, et celui-ci à Osaka, consacré au dieu des mangas, Tezuka. Et bien sûr, en Europe, Hergé a son propre musée entièrement à sa gloire. Vous remarquez d'ailleurs qu'il s'agit d'un musée Hergé, comme d'un musée Tezuka. Il n'y a pas un musée Peanuts, un musée Tintin, un musée Astro Boy. Ce sont les créateurs, et donc ça c'est une transformation assez forte du discours sur la bande dessinée, l'aboutissement d'un long processus, même si ce processus mérite toujours d'être regardé avec certaine distance, voire un peu de perplexité. Les bons lecteurs de l'album inachevé Tintin et l'Alphard se souviennent que le destin qui était promis à Tintin au moment où le redoutable mage Enda Dinakas l'emportait vers une mort probable, une des dernières phrases était « Vous finirez dans un musée et personne ne pourra se douter que cette œuvre, on va le fondre dans une œuvre d'art, constitue la dernière demeure de Tintin, le reporter ». Comme si l'énergie graphique, l'insouciance, la juvénilité, la drôlerie, le côté bon marché qui était après tout aussi celui du jeune homme pauvre qu'avait été Hergé, comme si tout cela risquait un jour de se figer, de se crisper dans la pierre et la solennité de la célébration.
Mais les célébrations, Tintin on a eu à revendre. Bon, bien sûr, il était au centre Pompidou il y a quelques années, mais si la fusée décollait, lui, il était dans les sous-sols. Et gratuit, parce que quand même, on peut célébrer la bande dessinée, mais il ne faut pas exagérer. Et puis Tintin, nous l'avons vu, en cette année 2017, il était au Grand Palais. Mais malgré tout, quand on entrait dans cette exposition à rebours, c'était à travers quelques tableaux qui n'auraient probablement pas atterri dans les collections des grands musées français que l'on entrait, et puis par la collection de tableaux d'Hergé. On le célèbre, mais comme en 67, puisqu'on n'a pas fait tant de progrès. Il faut rappeler quand même que ce monsieur Hergé n'a pas fait que des petites BD, il a quand même aussi fait de la peinture. Et pourtant, que nous dit-il sur le mur au-dessus? Je ne peux pas être peintre du samedi après-midi, du dimanche ou du samedi après-midi, il faudrait y consacrer toute sa vie. Il n'empêche que même si Hergé nous déclare, et cachait ses tableaux, ne les montrait pas, nous déclare qu'il ne peut pas être peintre. Pour célébrer la bande dessinée, il faut d'abord montrer qu'Hergé n'était pas seulement un auteur de bande dessinée, de même que pour célébrer Bilal, on va dire d'abord que Bilal a aussi fait du cinéma ou un décor d'opéra. Mais en tout cas, la bande dessinée semble, en cette année 2017, avoir connu une année de célébration extraordinaire, plus ou moins réussie. Gaston, au-delà de la gaffe, Centre Pompidou, Winsor McCay à Cherbourg, je n'y suis pas tout à fait étranger. Goscinny bientôt, on célèbre un anniversaire plus triste, qui est celui des 40 ans de sa disparition prématurée, mais on va avoir le lien à la Cinémathèque de Bercy, à Goscinny et le cinéma, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, à Goscinny au-delà du rire. Et on ne célèbre pas que les auteurs, on ne fait pas que ces monographies, on s'intéresse aussi aux supports, aux revues, à travers cette exposition, d'abord présentée à Landerneau en Bretagne, puis à Liège, autour de 2 revues mythiques, À suivre et Métal Hurlant. On montre une fois encore, que la bande dessinée peut aussi traiter des sujets les plus sérieux. Donc, d'une certaine façon, la partie de la reconnaissance semble gagner. Elle semble d'autant plus gagner que certains y ont assez largement intérêt. Quand les salles de vente s'intéressent à un nouvel art, qu'il s'agisse du street art, l'art de la rue ou de la bande dessinée, c'est qu'il y a un peu d'argent à se faire. Et on se souvient de cette phrase de Marshall McLuhan que Art Spiegelman me citait un jour: quand un médium perd sa centralité, il devient un art ou il meurt. Peut-être les deux à la fois. En tout cas, Hergé, qui avait réalisé pendant 2 dimanches où son éditeur le pressait, les pages de garde des Tintins, ces pages de garde mythiques sur fond bleu, n'aurait pas pu imaginer un quart de seconde, d'abord que c'est cela qu'on retiendrait de son œuvre, qui aurait la cote la plus grande, une grande image et non pas des petites cases, mais ensuite qu'on adjugerait 2,5 millions d'euros ce dessin. Alors oui, la bande dessinée entre comme un art dans une collection prestigieuse chez Citadel et Masno, et c'est un fort beau volume, coûteux, mais auquel je vous renvoie. C'est une des meilleures références historiques, même s'il s'annonce plutôt comme l'art de la bande dessinée. Et oui, Gallimard, à travers sa prestigieuse revue, Le Débat, s'avise en 2017 qu'il existe quelque chose comme la bande dessinée et qu'on peut la célébrer. C'est un peu osé. On a mis une image en couverture, que vont dire nos vénérables et respectables lecteurs? Ne seront-ils pas choqués? Mais bon, après tout, aujourd'hui, rue Sébastien Bottin, ou plutôt rue Gaston Gallimard, on édite de la bande dessinée, on n'en a pas honte, on est même propriétaire de plusieurs maisons qui en publient. Alors oui, le sacre de la bande dessinée. Quand on sacre la bande dessinée, on parle surtout de son passé, assez peu de sa situation d'aujourd'hui. On a là ce sentiment à la fois de quelque chose de nécessaire et en même temps de quelque peu étrange. Et puis vous entrez dans une librairie ici, certainement pas une des plus grandes, Bulle, à Vienne, et vous avez ce sentiment d'une profusion, d'une diversité de choses remarquables, de choses médiocres, de faux tirages de tête, de pseudo-lithographies, d'objets, d'albums rares, vendus à leur juste prix ou à un tout autre prix, de livres périssables et d'autres impérissables. Et vous vous demandez véritablement ce qui se passe entre ce sacre de la bande dessinée,
avec quelques théologiens qui se penchent doctement sur Tintin. Et cette bande dessinée est en train de se faire et de vivre plus ou moins durement, et en tout cas de soumettre beaucoup de ses auteurs, certains semblent le dire, à une situation difficile. Alors, voilà l'histoire et voilà l'étrangeté de l'histoire. Des œuvres se créent dans l'insouciance, des auteurs ne gardent pas leur planche originale, des journaux jaunissent et craquent. Certains sont célébrés parce qu'ils sont admirés par leurs confrères, Milton Caniff par exemple, admiré par Hugo Pratt. D'autres sont oubliés ou redécouverts par hasard parce que les temps sont là. On a une histoire qui continue à se faire, qui n'est pas close, et heureusement qu'elle n'est pas close. Plus on s'approche du présent, plus elle devient difficile à raconter, même si je tenterai de le faire à travers les séquences suivantes. Mais en même temps, je reste avec ma question initiale et celle qui finalement sera le cœur de mon propos tout au long de cette année. Non pas une histoire de la bande dessinée, non pas l'histoire de la bande dessinée, mais quelle histoire pour la bande dessinée? Comment la raconter? Comment raconter à la fois celle des supports, le papier, le journal, le livre, aujourd'hui, potentiellement, les nouveaux supports en lesquels certains voient l'avenir de la bande dessinée, blog, téléphone portable, tablette, les traditions nationales différentes, les auteurs, les traditions nationales, leurs interférences, leurs influences, leur rassemblement progressif dans un langage mondial de la bande dessinée dont certains auteurs semblent aujourd'hui l'incarnation, un Craig Thompson ou un Bastien Vives semble aujourd'hui avoir emprunté à toutes les traditions, comme déjà Taniguchi ou Otomo ou Möbius avaient pu le faire. Une histoire donc faite de traditions mêlées, faite d'auteurs, de personnalités fortes, parfois auteurs complets, parfois plutôt dessinateurs, parfois en tandem. Mais une histoire aussi faite d'économie, de technologie, de public, de mémoire et d'oubli, une histoire qu'on ne peut, je crois, raconter que comme toujours problématique et toujours à réinventer, suivant cette idée magistrale de Borges que tout grand auteur crée ses précurseurs. Et donc c'est aussi à travers ce prisme que lors des 9 prochaines conférences, je tenterai de vous raconter mes fragments d'une histoire de la bande dessinée, mêlée, vous l'aurez bien vu, d'une inévitable méta-histoire. Merci. Donc, si j'ose dire, et j'en profite pour faire l'annonce, revenez dans un mois, le jeudi 12 octobre, où il sera question plus spécifiquement de la bande dessinée en France. Et évidemment, Saint-Augan sera à l'honneur, parmi d'autres, mais c'est une des figures importantes. Aujourd'hui, je me suis davantage intéressé finalement au pourtour de l'histoire de la bande dessinée. Nous entrerons quand même assez concrètement dans la chronologie et dans les traditions et dans les grands auteurs. Et on sera plus à l'aise, évidemment, sur ces pères fondateurs dont l'œuvre est close depuis longtemps et dont l'influence a été considérable.